Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Un élan de joie sur les réseaux sociaux pour tous ceux qui sont coincés aux États-Unis et qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir revenir à cause de leur visa. Ça m'émeut déjà rien que de penser à tous ceux qui vont se retrouver. Enfin, c'est trop bien. Et en plus, il y a Noël, il y a Thanksgiving qui arrive. Au top. Pendant toute la série Should I Stay or Should I Go, que l'on vous a proposé depuis la rentrée, j'ai eu à cœur de ne pas centrer les discussions sur le Covid. Car oui, si le Covid s'est invité dans les discussions et les questionnements relatifs à la mobilité, à nos mobilités, il n'en est pas la seule raison. Loin de là. Mais il est vrai que la pandémie mondiale actuelle a forcé, voire même précipité certains et certaines d'entre nous à se poser des questions, un peu plus rapidement qu'on ne l'aurait voulu. Le 12 mars 2020, Donald Trump, alors président des États-Unis, annonçait la mise en place d'un travel ban pour les personnes venant d'Europe. En gros, il interdit l'accès au territoire américain aux voyageurs provenant entre autres de la zone Schengen, 26 pays au total. Bon, la période était de toute manière assez peu propice, on va pas se mentir, aux vacances à l'étranger, certes, mais ce travel ban a également touché toutes celles et ceux qui résidaient déjà aux États-Unis. Mais sans carte verte ou green card, le titre de résident permanent tant convoité, ou sans passeport américain qui aurait pu être acquis notamment par la double nationalité. Cette interdiction stricte d'accès aux États-Unis a donc empêché un bon nombre d'étrangers, provenant de la zone Schengen, vivant sur le territoire américain, d'en sortir. Et beaucoup d'entre eux ont eu le sentiment d'être pris en otage au sein de leur propre pays d'adoption, un pays qu'ils avaient pourtant choisi. Puisqu'ils et elles pouvaient en sortir, mais plus jamais revenir. Un coup dur quand on a construit toute sa vie à l'étranger. Ce travel ban n'était initialement pas voué à durer plus de quelques semaines. Une mesure soudaine et exceptionnelle, oui, mais qui depuis est toujours en application. Il y a quelques jours, le 21 septembre 2021, un représentant de la Maison-Blanche a annoncé que le travel ban américain serait levé d'ici au début du mois de novembre. Selon le New York Times, la levée de ce travel ban de 18 mois sur 33 pays, parmi lesquels l'Union européenne donc, qui depuis a été rejointe par la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde, devrait aider à relancer l'industrie touristique américaine qui a été très sévèrement touchée depuis mars 2020, avec plus de 500 milliards de dollars de pertes. Mais avant de parler de tourisme, et si on s'intéressait aux histoires de celles et ceux qui ont été affectés, à ces familles impactées, déchirées, séparées, à ces humains et humaines autour du monde que cette interdiction a empêché de vivre comme il ou elle l'avait imaginé, à tous ces enfants qui ont été privés d'un parent ou d'un grand-parent pendant tout ce temps, à tous ces couples écartelés aussi. Je vous propose aujourd'hui une plongée dans ces histoires pour comprendre l'impact du travel ban et de sa levée sur plusieurs familles françaises ou franco-américaines qui, comme moi, vivent à cheval sur les deux continents. 620, c'est le nombre de jours écoulés depuis mon dernier séjour en France. Au début, il y a eu le manque, maintenant c'est surtout la résignation. Le sentiment que les moments précieux me filent entre les doigts, la naissance d'un nouveau-né dans la famille, l'anniversaire de mariage de grands-parents. Le sentiment que les relations s'effilochent, les messages avec les amis de France qui se font de plus en plus rares, le petit frère qui devient un homme. Le sentiment de devenir une étrangère, même pour ceux qui me connaissent par cœur. Et puis il y a aussi la crainte, la peur que quelque chose de grave ne se produise. Perdre quelqu'un, ne pas pouvoir assister aux funérailles. Certains amis ont été confrontés à ce genre de situation. J'aime les États-Unis, le fait de pouvoir y vivre, y travailler. Je suis consciente de ma chance. Mais de temps en temps, j'ai besoin de rentrer. Take me home to the place I belong, comme le chante si bien John Denver. Président Biden, vous parlez souvent du cocon familial, vous le décrivez comme indispensable à votre équilibre. S'il vous plaît, laissez-nous trouver ou retrouver notre équilibre. Il y a quelques jours, alors que je zonais un peu sur Twitter, je suis tombée sur un tweet qui m'a vraiment interpellée, un tweet de Marie Gentric. Marie Gentric, elle est correspondante permanente aux États-Unis pour la télé française, et elle a écrit un tweet le 16 septembre dernier, dans lequel elle s'adresse directement à Joe Biden et que vous venez d'entendre. Pas en tant que journaliste, mais en tant que personne qui est restée coincée aux États-Unis. Ce tweet m'a particulièrement touchée. C'était avant qu'on apprenne la levée potentielle du travel ban. Alors je lui ai écrit tout de suite et je lui ai demandé si on pouvait se parler parce que je me suis dit que ça pourrait avoir beaucoup de résonance auprès de notre communauté et que ça s'inscrirait bien dans un épilogue de Should I Stay or Should I Go ?
Tu étais du coup sous visa en mars 2020, quand la pandémie est vraiment officiellement rentrée dans nos vies. Avec cette pandémie, il y a eu ce travel ban dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux me raconter comment se sont passés les 18 derniers mois du coup de ton côté ? Au début, franchement, je pensais pas que ça allait durer très longtemps. Le seul truc qui me faisait un petit peu peur, c'était si jamais il y avait une catastrophe, si jamais il y avait un décès dans ma famille. Parce que ce qui s'est passé avant la pandémie, ma grand-mère est décédée, donc c'est la première année où j'étais aux États-Unis. Et ça a été très dur parce que je venais d'avoir mon premier boulot, en fait. Et je me voyais pas prendre des vacances, sachant que j'avais déjà eu des vacances. Donc j'ai pas pu assister à l'enterrement de ma grand-mère. Et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Ouais, c'était très dur. Et du coup, j'avais peur que ça se passe pendant le travel ban avec un proche, des grands-parents, enfin bref. Donc ça, c'était ma première crainte. Et puis au début, il se passait tellement de choses, c'était tellement brutal à New York, tout ce qui se passait. J'étais à Manhattan à ce moment-là, on entendait tout le temps les sirènes. Je travaillais non-stop, j'étais à Central Park quand il y avait l'hôpital qui était en train d'être mis en place. J'étais quand il y a le bateau qui arrivait, donc je travaillais non-stop. Je regardais de temps en temps un film avec mon coloc, mais voilà. Donc au début, je me rendais pas vraiment compte. Et là, où ça a commencé à être un peu plus difficile, c'est je dirais que c'est Noël. Noël, déjà, ça a été le premier moment un peu difficile parce qu'en plus, j'ai des amis qui sont rentrés à Noël. Avant, on était tous un peu dans le même bateau, mais j'ai des amis qui sont rentrés parce qu'ils pouvaient travailler à distance. Donc, ils allaient faire 2 semaines en France, en vacances, et après, ils allaient faire, 2 semaines de quarantaine au Mexique. Mais ils travaillaient, mais moi, je pouvais pas faire ça parce que mon travail, c'est d'être ici, en fait. Donc là, ça a commencé à être un peu dur, mais bon, je me suis dit, ça va passer. Après, l'autre moment qui a été dur, c'était Pâques, parce que mon copain était avec toute sa famille, et c'était le moment où il n'y avait pas encore la vaccination, donc sa famille avait très peur du coronavirus, donc je n'étais pas invitée, ce que je comprends, c'était le début en plus. Donc ça a été très dur, parce que là, je me suis sentie très seule aussi. Et là, maintenant, c'est dur en permanence, quoi. C'est bizarre, parce que moi, j'ai vécu au Brésil quand j'avais 20 ans, pendant 1 an, parce qu'à Sciences Po, on doit faire 1 année à l'étranger, et mes parents, ils m'ont jamais... j'ai jamais eu cette sensation de manque, quoi. J'étais contente de les retrouver et parfois je me disais j'aimerais bien qu'ils soient là, mais là c'est-à-dire que j'ai du mal à en parler sans pleurer, en fait, sans avoir les larmes qui me montent. Du coup voilà, donc il y a eu quelques moments périodiques, on va dire, difficiles, et maintenant c'est juste depuis 2-3 mois, c'est juste dur tout le temps, quoi. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur Marie, sur son histoire par rapport au travel ban, je vais poser quelques questions sur ce fameux texte que vous venez d'entendre. Le texte qu'elle a écrit, qu'elle a publié sur Twitter le 16 septembre dernier. La date compte puisque c'était quelques jours avant l'annonce par la Maison-Blanche de la levée future et très prochaine du travel ban. Et moi, j'aime beaucoup écrire et j'avais jamais mis des mots sur ce que je sentais, parce que tous les jours, je tweete pour mon travail, et j'avais remarqué que il y avait des tweets qui marchaaient particulièrement bien, tu trouvais un écho, et c'était tous ces tweets sur le travel ban, en fait. Et je me suis rendu compte à quel point, il y avait beaucoup de gens qui étaient affectés par ça et qui étaient intéressés par ça, et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas être un peu plus vulnérable, et c'était clairement le truc le plus vulnérable que j'ai jamais mis, et j'ai eu vraiment de jolis retours après ça. Et... En fait, c'est ça, je crois que c'est un retentissement, tout le monde s'identifie à une partie de ton message. Tu disais que ça a un certain écho sur Twitter, notamment par des gens qui sont touchés par le travel ban. Est-ce que ça a eu un autre impact ? Moi, déjà, je l'ai envoyé à mes parents, le texte, parce que c'est quelque chose qui me faisait très peur, de devenir étrangère pour mes parents. Même quand j'en parle, ça me voilà. Et mon père m'a répondu directement, alors que je dis pas que c'est pour mes parents que j'ai peur de devenir étrangère, mais mon père m'a répondu directement en me disant nous on ne t'oublie pas et moi je te connais par cœur, ou quelque chose comme ça. Et c'est bête, mais d'entendre ça, ça m'a déjà ça m'a réconfortée. Beaucoup de très gentils mots. Puis surtout, en fait, c'est surtout moi, ça m'a fait du bien d'écrire ces mots-là et d'avoir cette réponse-là de la part de mon père. Même si j'aurais pu directement dire ça à mes parents, mais le fait de passer par Twitter, ça m'a aidé. C'était presque prémonitoire, en fait, ton texte, parce que une semaine après, on a, c'était une représentante de la Maison Blanche qui a lu ce texte pour annoncer la levée prochaine du travel ban. Ouais, surtout qu'on s'y attendait pas, parce que moi, quand j'ai écrit ça, je me rappelle que 1 ou 2 jours avant, la Maison Blanche disait qu'elle allait pas lever le travel ban de sitôt. Après, il y a eu la crise des sous-marins, on ne sait pas si ça a un impact ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est tentant de faire le rapprochement. Ouais, exactement. Et c'est vrai que moi, quand j'ai écrit ça, j'avais l'impression que on voyait pas le bout du tunnel, quoi. Comment est-ce que du coup, tu envisages le futur ? Comment est-ce que, est-ce que ça a remis en question ce que tu pensais faire dans ton expatriation, sur, comment tu te projettes dans ta vie là à New York de correspondante, ou pas du tout ? Non, pas vraiment, parce que hier, j'étais à un dîner et je parlais de ça, et j'ai commencé à être un petit peu émue. On m'a dit, mais comment tu vas faire si tu veux rester ici de façon permanente ? Et ce que j'ai expliqué, c'est que j'espère que si je reste ici de façon permanente, il y aura la possibilité de rentrer tous les 6, 7 ou 8 mois, quoi. Donc non, parce que je pense que c'est quand même une situation exceptionnelle. Ça ne devrait pas se reproduire, quoi, ne pas pouvoir voir sa famille pendant 2 ans.
Ouais. Donc non, à ce niveau-là, je me dis que c'était une situation exceptionnelle et que normalement, ça ne se reproduira pas. Donc du coup, tu penses rester peut-être pour de bon ? Je sais pas. Franchement, c'est compliqué parce que j'ai que 26 ans. Du coup, c'est encore assez jeune et ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai eu une offre pour rentrer en France récemment, professionnelle, que j'ai déclinée pour plusieurs raisons, mais c'était la vraie question, quoi. Est-ce que je rentre, est-ce que je pars ? Ouais. En plus, c'est compliqué parce que la plupart de mes amis sont français et du coup vont rentrer en France à un moment aussi. Donc il y a un turnover des amis aussi, quoi, ici. Là, pour l'instant, on est un bon noyau qui sommes ici et d'ailleurs, je suis la plus nouvelle, quoi, on va dire. D'accord. Mais c'est des gens, déjà, ils sont entre Français, c'est des couples entre Français pour la plupart. Donc, ils vont rentrer ensemble. Je pense pas qu'ils soient dans l'optique de rester, quoi. Et moi, c'est juste que je suis tombée amoureuse ici, ce à quoi je m'attendais pas du tout. Et du coup, je me dis, bon, parce que c'est quoi aussi l'objectif de rentrer en France si en fait tu t'es malheureuse, quoi. Alors toi qui as parlé en tant que personne qui vivait ce travel ban, qui en souffrait clairement, et en tant que professionnel qui rapportait l'actualité, est-ce qu'il y a des choses que tu verrais peut-être faire différemment par rapport à ce travel ban pour peut-être que, je sais pas, la population française vive mieux ou la population impactée en général vive mieux ce qui s'est passé ? Juste, je trouve que, et ça, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont eu cette impression, je trouve qu'on a été très délaissés quand même pendant tout ce travel ban. On a été laissés complètement dans le flou. On a eu très peu d'informations sur ce qui allait se passer. Et je sais que c'est les États-Unis qui avaient le pouvoir et que c'est la Maison-Blanche qui avait le pouvoir. Mais 2-3 messages peut-être de la part du président Emmanuel Macron. Est-ce que la presse aussi s'y est intéressée ? Est-ce que c'est un truc qui intéresse les newsrooms de parler en fait de l'impact du travel ban ? J'ai l'impression que ça intéresse depuis l'annonce, mais avant que c'était difficile finalement de mobiliser les gens pour en parler, pour essayer de relayer les messages, non ? Oui, parce qu'en fait les gens ne comprenaient pas trop, ils disaient je comprends pas, moi j'ai des amis qui sont rentrés et qui repartent, parce qu'on n'était qu'une petite minorité, quoi, affectée, tous ceux qui ont la green card, tous ceux qui ont la nationalité, enfin toi par exemple tu pouvais rentrer. Donc moi il y a des gens qui m'ont dit que je mentais, il y a des gens qui m'ont dit ah non tu te trompes, j'ai dit non. Enfin, donc voilà, donc j'aurais juste aimé qu'on soit un peu plus soutenu par rapport à ça. Tout ce qui concerne le pass sanitaire, c'est pareil. Quand ils ont mis en place le pass sanitaire pendant plusieurs semaines, nous... À New York, tu veux dire, ou en France ? En France. Ouais. Nous, parce que la carte de vaccination aux États-Unis était différente, pendant plusieurs semaines, il n'y avait pas d'équivalent. C'est un système, on a l'impression parfois qu'ils nous oublient en fait, alors que la communauté française aux États-Unis, elle est quand même importante. Et bref, je trouve qu'on est un peu délaissés. Parfois. Et est-ce que ce serait pas alors ton taf de correspondante de remonter tout ça ? Si, ça l'est. Et d'ailleurs, je pense que ça a aidé parce qu'il me semble que c'était quand ils avaient annoncé le pass sanitaire pour la France et qu'il n'y avait pas d'équivalent avec les pays hors de l'Union européenne, il y avait eu tout un tollé sur Twitter, notamment des journalistes de l'AFP. Enfin, moi aussi, je l'avais mis et ça avait été relayé par des journalistes à Paris. Et je sais pas si c'est ça qui a débloqué les choses ou pas, mais quelques jours plus tard, ils annonçaient qu'ils allaient mettre en place un système d'équivalence. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais j'ai l'impression que vraiment sur le travel ban, ils avaient pas le pouvoir de débloquer le truc, quoi. Mais moi, je leur demande pas d'avoir le pouvoir de débloquer le truc, je leur demande juste d'adresser un ou deux mots. De l'empathie. Ouais, voilà, de l'empathie, un ou deux mots. De l'empathie, on en a tous besoin quand on vit une situation difficile. On ne demande pas à être plaint par les autres, non. Mais un peu d'humanité peut concourir à des rapports humains apaisés. Le sentiment d'être prise en otage, de vivre dans une prison dorée, c'est l'impression qu'a eue Virginie. Elle vit dans la vallée de San Francisco, aux États-Unis depuis 2 ans, avec son mari et leurs 2 filles, Louise et Eva. Elle nous parle de la difficulté d'être parent quand on n'y croit plus trop. Et si bon nombre d'Européens ont plié bagages et ont décidé de rentrer après les 18 mois passés, ce n'est pas le cas de Virginie et de sa famille. Ils sont plus que jamais certains d'être au bon endroit et pas prêts de quitter les États-Unis, ce pays qu'elle aime tant. Quand la pandémie a commencé, les filles avaient commencé l'école depuis à peine 7 mois. Donc c'était c'était récent en fait pour les filles. Elles étaient encore pas trop adaptées. La petite, elle parlait pas encore anglais. Elle commençait tout juste à faire des progrès. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression d'un coup en fait d'être dans un bon élan et puis d'un seul coup plus rien, quoi. Donc ça a été un peu compliqué. On venait de retourner en France donc pour les fêtes de Noël, donc ça c'était cool. Mais voilà, il s'est passé 2 ans depuis, quoi, quasiment. Donc ça commence à faire très très long. On a été ici, le confinement, on en a eu un donc
en mars, comme tout le monde. Ça a été super strict et on en a eu un autre ensuite en décembre. Donc pareil, des plans qui ont changé. On devait retourner en France, on a encore annulé. Et puis, et surtout, le plus dur, ça a été le fait que l'école n'a jamais repris, en fait. Donc ça a été hyper difficile. On pensait reprendre, l'école reprend en août par chez nous. On pensait reprendre en août, ça n'a pas repris. On nous avait dit que ça reprendrait en octobre, ça n'a pas repris. Elle devait reprendre, les filles, donc en janvier 2021, on était confinés. Et on s'est dit, ça reprendra jamais. On n'avait plus du tout d'espoir que ça reprenne parce que l'école termine en mai. Et on s'est dit, ils vont pas rouvrir les écoles juste pour quelques mois. Et ils ont rouvert progressivement, au mois d'avril, mais les filles y allaient 2 heures, 2 fois par semaine, quoi. 4 heures par semaine. C'était au compte-gouttes, c'était par demi-classe. Et ça a été très, très difficile pour tout le monde, en fait, parce que les filles, la grande, ça allait, mais la petite, elle a complètement décroché avec l'école. Elle avait quel âge, Louise, au début de tout ça ? Au début de tout ça, elle avait, au début de la pandémie, elle avait 6 ans. Il a fallu que je sois derrière elle tout le temps. Donc, pour toi aussi, c'était un des avantages de ne pas bosser. Parce que c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, c'était un avantage de pouvoir être avec elle. Donc, c'est vrai que je l'ai beaucoup aidée. Je lui ai appris clairement à lire, quoi. Parce que elle était à l'équivalent du CP. Et apprendre à lire et écrire. Et parler anglais, parce qu'elle parlait pas anglais non plus. Ça faisait beaucoup de choses quand même. Donc ça fait beaucoup de choses en un an, mais elle a assuré. Franchement, on est trop fiers d'elle. Mais ça a été une année un gros challenge, quoi. Vraiment difficile. Du coup, quand le travel ban est arrivé, donc c'est chouette au sens où vous veniez d'avoir fait un voyage en France. Donc ça a un côté sympa, mais le travel ban s'est quand même prolongé. On a vite appris, au début on pensait que ça concernait tout le monde, on a vite appris que ça concernait finalement et finalement c'est beaucoup de monde, les gens qui n'étaient ni résidents permanents, donc détenteurs d'une green card, ni citoyens américains. Donc du coup, c'était votre cas. Vous avez été indirectement impacté par le travel ban. Vous ne pouvez pas bouger. Est-ce que vous aviez des projets justement qui ont été mis en attente ou tu parlais du Noël 2020 du coup ? Oui, en fait, c'est ça le problème. C'est que du coup, on avait prévu le travel ban, il a commencé en mars. On s'était dit qu'on irait sûrement du coup en France à Noël d'après, ce qui n'a pas été possible. Ensuite, on s'est dit c'est pas grave, on ira l'été prochain. L'été prochain, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Ça sera bon. Été 2021, voilà, tout ira bien. Et non, en fait, et le travel ban, il a jamais été levé. On s'est dit mais c'est pas possible. Combien de temps ils peuvent nous garder ? Honnêtement, on a eu l'impression d'être prisonniers en fait, parce que on pouvait rentrer dans notre pays en France, mais ensuite on ne pouvait pas remettre les pieds aux États-Unis. Ouais, donc en fait, t'es bloqué, clairement, quoi. Donc, du coup, ça a été super dur parce que, surtout pour les filles, pour les enfants, parce que le temps paraît très, très long pour elles. Enfin, moi, je donne l'exemple de Louise qui, je pense, ça fait plus de 18 mois qu'on est en travel ban, mais ça fait 18 mois qu'elle me demande, maman, quand est-ce que les frontières, elles réouvrent ? Quand est-ce qu'on peut revoir notre famille, en fait ? Et c'est la question qu'elle me pose tous les jours et j'ai pas de réponse. Comment t'expliques ça à un enfant, justement, que t'es pas libre, on leur apprend qu'on vit dans des pays libres, etc. Comment tu leur expliques ? Au début, tu peux utiliser le fameux microbe, mais sur le long terme, j'imagine que ça devient plus difficile à expliquer. Mais c'était super compliqué à lui expliquer. Au début, bien évidemment, on parlait du virus, donc ça, elle a tout bien compris, etc. Mais après, le travel ban, on lui a expliqué concrètement ce que c'était, en fait. Et donc, c'était drôle parce que du coup, elle, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, mais même si elle est très bien intégrée, les premiers temps ont été très durs pour elle pour s'adapter au pays, à la langue, etc. Et elle avait qu'une envie, c'est de retrouver, voir sa famille. Et pour elle, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici et on a eu une fois une visite de la famille au tout début et depuis, on les a plus jamais revus, en fait. Donc, du coup, pour elle, elle associe l'expatriation à « je ne vois plus ma famille ». Donc, c'est hyper dur pour elle. Et ensuite, on lui a vraiment expliqué ce que c'était que le travel ban, en fait. Il fallait vraiment qu'on lui explique que si on rentrait en France, on ne pouvait pas revenir aux États-Unis. Mais elle était trop contente. Elle dit, mais justement, c'est génial, maman, viens, on rentre en France. Et comme ça, on ne revient plus du tout aux États-Unis, vu qu'elle, elle veut rester en France, la maline. Donc, du coup, voilà, elle en rigolait. Mais après, on lui expliquait que non, nous, notre projet, c'est de rester vivre ici, mais que dans la vraie vie, on pourrait vivre ici et profiter aussi de la famille de temps en temps quand on rentrerait ou quand eux viendraient ici, quoi. Elle a 7 ans et demi maintenant, donc elle peut comprendre tout ça. Mais c'est pas évident quand même. Et comprendre et accepter, quoi. Et surtout, répondre à ces questions de quand, en fait. Quand ? Puisque moi, j'ai pas les réponses.
Donc voilà. Et lui dire d'être patiente en fait. Mais ça fait 2 ans qu'on lui dit d'être patient. Et quand même toi t'as plus trop de patience, ça va pas être facile. Ouais, toi t'as plus de patience du tout déjà. Et alors comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est cheerleader de la famille? Enfin je veux dire, tu me parles, tu vois, des difficultés de tes filles, tu me parles de la difficulté de la distance, mais toi là directement, comment tu t'es sentie? Comment t'as tenu le coup pendant ces 18 mois? On avait vraiment l'impression d'être prisonnier. Alors, on a une belle prison dorée. Franchement, la Californie, on n'a pas à se plaindre. On a fait plein de road trips. C'était génial. Mais par contre, te dire que tu peux pas rentrer dans ton pays parce que tu peux pas re-rentrer ensuite dans ton autre pays, parce que pour nous, on a 2 pays, en fait. Et du coup, c'était hyper frustrant de se dire, waouh, je peux même pas rentrer chez moi. Par contre, cet été, on a demandé à nos amis américains, et qu'est-ce que vous avez fait cet été? Ah bon, on est parti en France, on est allé en Espagne, et toi, t'es juste livide parce que tu te dis, mais moi, je suis française, je peux même pas rentrer en France, en fait. Donc ça, c'était hyper frustrant. Et l'autre point où j'avais l'impression aussi, on avait vraiment l'impression d'être vus comme des sous-expats parce que, genre, comme si on valait pas le coup, quoi. Tu vois, nous, on n'a pas de green card, on n'a pas de double nationalité. Et du coup, on a juste un visa, en fait. Mais en fait, on vit ici, on a notre vie ici. Mon mari travaille ici, on paye nos impôts ici. Mais par contre, on n'a pas le droit de rentrer sur le territoire américain comme si on était comme des touristes, en fait. Alors que c'est pas le cas du tout. Du coup, toi et ta famille, qui êtes grands fans de road trip, vous avez quand même trouver des aspects positifs à cette fermeture des frontières. Vous avez quand même beaucoup voyagé dans l'Ouest américain notamment. Comment est-ce que tu vis cette réouverture potentielle des frontières imminente? En fait, je pense que je vais peut-être me faire détester par les Européens, mais clairement, c'était le bonheur en fait, sans les touristes. Honnêtement, on a fait l'Arizona en avril, on a fait Yellowstone, les grands parcs, voilà, Yellowstone, Grand Teton, Glacier cet été. On avait fait l'Oregon l'année dernière. Bon, l'Oregon, c'est moins connu, mais voilà, Yellowstone, il y avait du monde, mais on était qu'entre Américains. Oui, il y avait que des Américains quasiment. Des locaux, quoi. Et ouais, et surtout, les parcs nationaux sans les touristes entre guillemets, c'est quand même beaucoup plus calme. Il y a moins de monde, c'est plus calme, et puis les Américains sont quand même super posés, donc il y a jamais trop de bruit. Ils sont quand même tous tranquilles, respectueux des uns et des autres. Donc c'est vrai que ça va changer les choses, je sais pas. Puis j'ai un peu peur aussi de l'augmentation des tarifs en fait, sur tout. Parce que là, déjà, je trouve qu'avec le Covid, tout a augmenté. Enfin, les restos, les hôtels, tout ça. Enfin, dès qu'on est parti en road trip, on a vu que par rapport à il y a 2 ans ou même d'autres années, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Et alors là, avec la réouverture des frontières, honnêtement, j'ai peur du prix des billets et de tout, en fait. Donc ouais, je pense que ça va changer la donne quand même pas mal. Alors, tu dis que justement, ce que tu disais à ta plus jeune fille, Louise, que votre projet c'était de rester aux États-Unis, ça a jamais remis en question justement votre expatriation. Enfin, vous vous êtes jamais dit bon, écoute, là c'est bon, ça suffit quoi, il y a pas de date de fin, on fait les bagages et on rentre. Enfin, je veux dire, on l'a déjà vu quoi, c'est possible aussi. C'est tellement une question pas qu'on s'est posée, mais en fait ça a renforcé notre envie de rester. C'est trop bizarre. D'accord. Parce qu'on s'est dit on s'est dit mais on est des fous en fait, avec tout ce qui se passe, avec les bâtons dans les roues qu'on nous met, parce qu'il y a tout ça, mais il y a aussi, on a des problèmes avec nos papiers, à obtenir notre renouvellement de visa, notre green card. Enfin, il y a beaucoup de choses compliquées en fait. Et malgré ça, on n'a pas envie d'abandonner en fait. J'avoue qu'il y a des jours où, quand c'est les moments où t'es pas bien du tout, t'as juste envie de dire c'est bon, je me casse, je rentre, j'en ai marre. Parce que ça, je peux le faire rentrer en France en fait. Donc voilà. Mais non, en fait, on est trop bien ici. Ça nous a aussi conforté dans l'idée que même en temps de Covid, en temps de confinement, sans voir notre famille, on est bien en fait. Ouais. On est heureux ici. Donc, il nous manque juste quelques détails, on va dire. Mais non, on veut vraiment rester. On va tout faire pour rester. Mais, déterminé. Ouais, on est déterminé quand même. Ouais. C'est la 2e fois qu'on s'expatrie ici. Donc, je pense que là, c'est la bonne, quoi. On est sûr de nous, vraiment. Être sûr de soi et de son choix. C'est génial car c'est hyper rare. Je lisais l'autre jour sur Instagram un post qui relayait la série Should I Stay or Should I Go, et Marion, une expat française au Canada, commentait ceci. Je vous souhaite à tous de trouver la réponse. Ma vie a changé et j'ai été libérée d'un immense poids le jour où j'ai arrêté de me poser la question. La question, Charlotte se l'est posée plus d'une fois.
Arrivée aux États-Unis avec un visa dépendant de celui de son mari, elle a vécu un véritable parcours du combattant, pas une, mais 2 fois, pour pouvoir travailler. Fatiguée de se battre, elle est néanmoins restée déterminée. Puis cet été, alors qu'elle s'était résignée à passer ses vacances aux États-Unis en attendant sa carte verte, elle reçoit l'email tant attendu, presque inespéré, l'invitant à un entretien à l'ambassade américaine de Paris quelques jours après. Départ précipité pour toute la famille, un départ plein d'espoir, la joie des retrouvailles. Sauf que 3 mois après, c'est de là-bas qu'elle nous parle. Nous avons débarqué en France tout début juillet, le 2 juillet exactement, suite à une convocation de l'ambassade des États-Unis à Paris. On était en vacances quand on a reçu d'ailleurs cette convocation en Floride en famille. On se disait, tu sais bien, on va pas pouvoir rentrer en France cet été, ce serait quand même bien de faire un truc sympa. Et donc on était partis sous les cocotiers. Et puis là, petit mail de l'ambassade qui te dit « Bonjour, vous êtes convoqué le 15 juillet. » Alors, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, tu paniques, tu fais « Oh non, mais le 15 juillet, je suis en Floride, je peux pas y aller. » Mais bien sûr que si, je vais y aller parce que c'est pour la green card, que ça fait 2 ans qu'on attend. Et donc, évidemment, de manière un peu précipitée, tout s'est accéléré et on a débarqué à Paris. Et depuis, on est toujours en France. Et puis, on n'a pas envie de se plaindre parce qu'on sait qu'il y a tellement d'expats qui aimeraient être à notre place que, évidemment, on a profité. Mais sauf qu'il y a un moment donné, tu veux rentrer chez toi et que tu n'as pas la possibilité parce que tu n'as pas tes passeports et pas de visa. Hyper compliqué. Et alors, en plus, tu n'es pas seule. Tu es partie avec ton mari, tes 2 enfants. Comment est-ce que la famille vit tout ça? Parce que comme tu le dis, quand c'est choisi, tu viens en vacances, c'est cool. Mais ta vie est aux États-Unis. Tu as acheté une maison. Vous êtes établis depuis maintenant, tu disais 6 ans aux États-Unis. Comment est-ce que toi, ton couple, tes enfants, vous avez vécu en fait cette incertitude? Parce que du coup, c'est un gros point d'interrogation sur votre futur immédiat. Ouais, alors on va être très sincère, hein, c'est quand même très difficile à gérer. Le plus compliqué dans toute l'histoire, c'est l'inconnu, c'est de pas savoir, c'est de pas être capable de te projeter d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Ça, je dois t'avouer que parce que quand tu décides de rentrer en France et que tu dis bon, alors que ce soit pour une durée déterminée sur plusieurs mois ou que ce soit pour te réinstaller, c'est une démarche. Donc t'arrives, t'as un peu anticipé, tu prépares, tu sais où tu vas t'installer. Nous, on est arrivés ici en se disant, on prend le risque de venir parce qu'on a cet entretien green card et qu'on n'a pas vu nos proches, comme la plupart des expats, comme beaucoup du moins, depuis presque 2 ans. On a envie de les serrer dans nos bras, on a envie de les voir et c'est une occasion en or. Donc on va allier les deux et on rentre. On pensait rester jusqu'à début août parce que effectivement ça fait 6 ans qu'on vit à Berkeley en Californie et nos enfants avaient retour à l'école, etc. à partir de mi-août. Donc on s'est dit c'est très bien, on passe une bonne partie de l'été en France, on profite à fond des proches et puis on rentre. Et ça a été, si tu veux, on a réussi vraiment à profiter pour toutes ces raisons-là. Et puis le temps aussi, l'envie et le temps à rattraper avec les gens que t'as pas vus, les événements que t'as loupés. Enfin, donc moi j'ai ma belle sœur qui est enceinte de jumelles, enfin qui a accouché d'ailleurs la semaine dernière. Je ne pensais même pas l'avoir enceinte et j'ai tout suivi de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc tu vois, c'est quand même génial. Donc on a essayé de voir les points positifs quand on commençait à stresser, sauf que l'angoisse elle est montée d'un cran de semaine en semaine quand on a vu qu'en fait les 8-10 jours de l'avocate se transformaient en 6 semaines officiellement à l'ambassade et puis passer les 6 semaines qu'on n'avait pas de nouvelles, c'est devenu difficile. Ma fille a raté sa rentrée en 6e dans une nouvelle école publique. Donc là, c'était mi-août. Bon, il y a quelques larmes, évidemment. Il y a une petite crise d'angoisse du soir. Maman, quand est-ce qu'on rentre? Moi, je suis indépendante dans mon boulot, donc j'ai réussi un petit peu à allier les deux, à travailler un peu. Mais mon mari qui travaille ici, en décalage, jusqu'à pas d'heure le soir. Quand en France, tout le monde est en mode apéro, et toi tu dois aller bosser, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que le temps passant, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les semaines passaient. Après mon fils a raté sa rentrée et puis les petits Français sont rentrés à l'école et alors ça a été un gros choc pour nous parce que jusque la rentrée des classes en France, on avait un sentiment de vacances, tu vois, un petit peu estival, c'était quand même sympa de voir les gens, enfin tout le monde était un peu détendu et puis après c'est la rentrée, tout le monde repart au boulot, il y a moins de disponibilité, les cartables sont dehors, il y a la petite laine qu'il faut remettre le matin et toi tu te dis mais attends mais qu'est-ce qui se passe là, on n'est pas là-bas non plus et t'as vraiment le sentiment d'être resté un peu en plan, d'avoir le cul entre deux chaises et d'être ni de là-bas ni d'ici et ça franchement c'est un sentiment
très très compliqué. Émotionnellement, ça a été, du coup, je dois dire, depuis mi-août, un peu les montagnes russes sur le plan émotionnel, quoi. Et est-ce que vous êtes, enfin, tu vois, est-ce que vous avez été dans un état d'esprit où vous étiez à la même vitesse finalement avec ton mari? Parce que dans des situations comme ça, c'est un peu le risque en fait, c'est qu'il y en ait un qui se projette du coup sur un scénario complètement opposé à celui de l'autre. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas loupé, Anne-Fleur, ça n'a pas loupé. Alors, je vais te la faire brève, mais il y en avait un qui était là. Non, mais on attend, bien sûr, on attend, ça va bien se passer. Mon mari. Et puis il y avait moi un petit peu moins optimiste, tu vois, après quelques années de galères administratives made in the US, tu vois, j'avais été un peu éprouvée. Je me disais bon là ça va bien. Et donc moi j'étais plutôt en mode bon, je vois la rentrée arriver, on n'a qu'à les inscrire à l'école en France, on se loue une maison, on trouve un endroit, mais alors déterminer l'endroit où tu as envie d'aller, hein, mais des soirées, des heures de discussion, parce qu'en fait c'est vrai que on n'était pas préparé quand on est arrivé en vacances, et là on est en train de se dire qu'on va peut-être rester ici sur du long terme, et ça se trouve il y aura peut-être un problème avec la green card, et donc là ton cerveau, il part un peu en vrille, il part un peu dans tous les sens, tu as du mal à cadrer. Il y a eu beaucoup de tensions parce qu'effectivement de désaccords, et puis tu gères pas les choses de la même manière. Donc voilà, ça a été vraiment compliqué. On en a parlé évidemment aux enfants qui eux, tant qu'on était bien, j'ai envie de dire, ça allait, ils suivaient un peu le mouvement. Moi, mon fils m'a tout de suite dit, ah non, moi, j'ai aucune envie d'aller à l'école en France. Bon, tu vois, faire des copains, je comprends, c'est quand même un grand saut. Ma fille commençait à me dire, moi, peut-être que j'aimerais bien, quoi. Donc, c'est vrai que ça nous a pris quand même un certain temps avant de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis, c'est fatigant aussi d'aller d'une maison à une autre. On a la chance d'avoir, que ce soit des amis et une famille qui nous ont hyper bien accueillis à bras ouverts, mais aller tout le temps chez les autres, t'es épuisé parce qu'en fait ça fait 2-3 mois de grosses bouffes, d'apéro, donc c'est au départ t'es trop content, puis évidemment tu fais bon alors je ferme plus mes jeans, puis je suis fatiguée, puis j'ai mal au dos, et puis mince j'ai envie d'être en famille quoi. Donc c'est vrai que ça a été un vrai tsunami des émotions, il y a eu des engueulades compliquées à gérer, et puis le temps a défilé quand même, je dirais, sur tout ça, sans qu'on soit vraiment trop capable de se décider. Parce que, comme je te le disais, le fait d'être entre deux, ça te bloque un peu, quoi. On a acheté une maison aux États-Unis, ça veut bien dire qu'on a envie quand même de construire quelque chose là-bas. Quand on parlait à nos enfants, tu vois, ce qui revenait souvent, c'est mais pourquoi on peut pas rentrer? On est américain. Et là, en fait, non, mon chéri, non, ma chérie, vous n'êtes pas américain, vous êtes français, vos papiers, c'est français. Et en fait, si on n'a pas le précieux sésame qui nous permet de rentrer, on sera américain dans nos cœurs. On sera américain dans ce qu'on a ramené de la culture de là-bas. Mais on est français. Et donc, du coup, ça, c'était des discussions vachement délicates aussi à avoir avec eux, mais qui étaient positives, hein. Je trouve que ça a amené aussi plein de bonnes choses. Et l'autre chose, je trouve, positive que ce séjour non désiré a provoqué, c'est que ça éprouve un peu ton projet. Quand t'es aux États-Unis, des fois, tu idéalises un petit peu tout ce qui peut se passer en France, tous les événements. Tu passes parfois un peu à côté. C'est dur, hein, de voir tes amis se voir sans toi, ou des événements de famille auxquels tu peux pas être. Et puis, moi, tu vois, Paris, pour moi, c'était toujours waouh, Paris, quoi. Les étoiles dans les yeux qui brillent un peu, tu vois. Et puis en fait, quand t'es là, tu te rends compte que t'as changé aussi, et que t'as évolué autrement avec ton expérience américaine, et que t'es pas si mal. Et moi, ça a été un peu une première parce que ça fait 6 ans qu'on est là-bas. J'ai toujours aimé aller d'un pays, sauter de l'un à l'autre. Enfin, tu vois, quand il y avait la liberté, feu jadis, de voyager. Et c'est vrai que là, je me suis vraiment dit, mais en fait, où est-ce que je suis bien? Où est-ce que j'ai envie de grandir, de continuer à grandir? Et je dis pas que c'est pour toute la vie, mais pour le moment, en ce moment, à l'âge de mes enfants, dans mon actualité du jour, en fait, c'est aux États-Unis, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que t'en rendre compte, c'était à la fois triste parce qu'on se sentait bloqué, et à la fois chouette parce que je me disais, je vais être moins en contradiction. Tu vois, t'es moins dans les paradoxes et t'es plus clair. Se battre, espérer, tu te fixes où en fait la limite de jusqu'où est-ce que t'attends. Comme tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement, en fait, j'ai envie de vivre et de construire dans un pays où on veut de moi, en fait, où on m'accueille, et on a envie aussi que moi aussi je crée des trucs. Enfin, c'est hyper dur parce que tu te sens,
je peux pas mettre des mots dans ta bouche, mais par rapport, en fait, tu as ton histoire d'amour, en fait, vis-à-vis du pays, même, est un peu compliquée dans l'histoire. Bah oui, parce que, en fait, je trouve que tout ce qui est paperasse administrative, je pense que tous les expats passent par là, et il y a des chemins plus ou moins sereins, je dirais. Après, tout le monde n'a heureusement pas que des mauvaises expériences. Mais c'est quand même un parcours un peu du combattant, parce que quand tu suis quelqu'un, ce qui a été mon cas, j'ai suivi mon mari dans son aventure professionnelle au tout démarrage. D'abord, il faut se battre pour avoir un permis de travail, parce que sinon, et alors moi, ne pas travailler, par exemple, c'était inenvisageable. Enfin, je me définis aussi par ça, j'aime ça, et j'en avais besoin, donc c'est la première difficulté. Et puis après, moi, mon mari, il a changé de boulot parce qu'il avait envie de faire autre chose. J'ai reperdu ce visa, le visa, j'étais dépendante de lui, et donc il a fallu recommencer. Donc là, j'ai fait une demande de visa en mon propre nom. Et si tu veux, tout ça, c'est du temps, de l'énergie, également de l'argent, et c'est fatigant. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais enfin, moi, j'avais tendance à le prendre de manière personnelle, et je sais que Jérémy, donc mon mari, me disait tout le temps, mais c'est pas personnel, Charlotte, c'est le process, c'est comme ça. Et il a raison, mais c'est vrai qu'en fait, ça, c'est dur parce que toi, t'as envie de te sentir bien accueillie, t'as envie qu'on se dise, mais elle peut nous apporter aussi quelque chose ici, et puis ça te donne aussi l'impression des fois de te battre contre des moulins à vent. Enfin, on est complètement, ça nous dépasse, c'est hors de contrôle, et ça prend des mois, et ça prend du temps, et ça te pèse, et ça te pèse. Et là, sincèrement, si on n'avait pas eu, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, heureusement, on a eu un visa, mais moi, je commençais un peu à me décourager. Je me disais, si on continue comme ça, on peut pas voyager. Moi, c'est pas possible. Je peux pas être séparée des proches de la France, bloquée dans un pays ou dans un autre n'est pas une solution. Enfin, et tu te sens un peu des deux. Donc, tu te sens écartelé, tu te sens déchiré, tu te sens pas super bien accueilli parce que tu te dis, en fait, ils ont pas envie. Enfin, je sais qu'il faut pas raisonner comme ça et que ce n'est pas tout à fait rationnel, mais c'est difficile de penser autrement, en tout cas pour moi. Et ça a été un peu une lutte. Je sais que c'est absolument pas ni contre nous ni contre moi, que sont des longs process, mais je pense qu'immigrer aujourd'hui aux États-Unis, c'est bien plus difficile que ça ne l'était il y a quelques années. On se rend pas bien compte, et je pense qu'après être un immigré, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est une position délicate, c'est une très grande richesse, mais il y a aussi des fragilités. Et moi, je sais que là, cet été, je me suis dit, je fatigue, j'en ai ma claque. C'est où je peux me poser et je peux me projeter dans ce pays, ou si je ne peux pas, il va falloir revoir nos projets autrement, quoi. On se parle là à peine quelques jours depuis l'annonce de la levée prochaine du travel ban, de l'interdiction donc de voyager et notamment donc pour les voyageurs venant de l'espace Schengen. D'ailleurs, on se réjouit alors on a encore assez peu de détails finalement sur ce qui va se passer. Mais pour toi, ce jour-là, il a aussi été tout particulièrement spécial. Pourquoi ? Eh bien, écoute, ce jour-là, en même temps que je lisais les news et que j'étais très émue de me dire que les nombreux expats bloqués aux États-Unis qui n'ont pas pu voir leurs proches depuis si longtemps allaient avoir cette possibilité d'avoir leur famille qui viennent leur rendre visite, à défaut de pouvoir venir en France pour toujours ces mêmes questions administratives. Eh bien, nous avons reçu nous-mêmes un email de l'ambassade des États-Unis à Paris, nous disant que nos visas, nos immigrant visas, donc aka green card, avaient été issued. Donc alors, je ne m'emballe pas, je reste, comme tu peux l'entendre, assez calme parce que je ne les ai pas en main, nous n'avons pas récupéré encore nos passeports. Ce que ça signifie, c'est que nos visas ont été imprimés, donc nos visas temporaires avant de recevoir la green card définitive. Mais c'est donc une énorme, excellente nouvelle qui vient répondre à toutes les questions dont je t'ai fait part il y a quelques minutes. C'est génial, je suis super contente pour vous. Du coup, est-ce que ça clarifie en tout cas le futur très proche pour toi et ta famille. Avec tous les questionnements que tu as eu cet été, comment est-ce que toi personnellement, peut-être avec ta famille, est-ce que vous envisagez l'avenir du coup vis-à-vis de votre expatriation? Est-ce que votre relation vis-à-vis de votre pays d'accueil a évolué aussi? Oui, alors je vais te répondre en deux temps. La première, c'est que dans un avenir très très proche, on
on va être très soulagé, je pense. On l'est déjà, mais quand on aura nos passeports entre les mains, parce que c'est particulier de pas avoir ses passeports du tout pendant 3 mois. C'est là, tu te sens privé de pas mal de liberté. Tellement soulagé de se dire qu'on peut rentrer chez nous, voir notre maison, voir nos amis, retrouver notre chat. Les enfants vont reprendre le chemin de l'école, ce qui, je pense, va permettre de les stabiliser, les calmer. Ils vont revoir leurs copains, leur maîtresse, leur maître. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir très très proche. J'espère, je te parle en termes de 10 jours, 10-15 jours, je pense qu'on en est là, j'espère. L'avenir plus lointain, c'est la chance de se dire que ce qu'on a commencé à construire depuis plusieurs années aux États-Unis, on va pouvoir le développer. C'est-à-dire que oui, on a acheté une maison, signifiant bien qu'on avait envie de construire un petit cocon pour quelques temps, du moins. Et puis en termes professionnels aussi, on va pouvoir savoir où se poser, parce que ça fait quand même une différence. Moi, j'ai des livres qui attendaient un petit peu de savoir si oui ou non green card ou pas green card. C'est vrai que j'allais pas développer des livres en anglais aux États-Unis avec la structure que j'avais montée il y a 2 ans là-bas. Si le projet s'arrêtait là pour des raisons administratives. Donc tu vois, c'est plein de belles choses, je trouve, qui s'ouvrent sur le moyen et long terme. Je ne sais pas et je ne peux pas te répondre à should I stay or should I go. Pour le moment, on se tait et on l'a vraiment éprouvé cet été. Notre aventure, elle est pas terminée. Je l'ai au fond des tripes. J'ai envie que, surtout si on rentre et si on a envie de rentrer, ce soit de notre notre pleine décision. J'ai envie qu'on ait choisi ça. Là, ce qu'on a mal vécu, c'est de se sentir imposé nos choix, nos décisions contre notre gré, quoi. Moi, j'ai envie de me dire, si je rentre en France, je le prépare. Ça met du temps. Je choisis où j'ai envie d'aller, comment j'ai envie de le faire. C'est pas d'actualité maintenant avec cette green card et on en est ravis. Et donc, du coup, là, on va se projeter un peu plus sur les États-Unis et puis comment ça évoluera, là, on se reparlera dans quelques temps, Anne-Fleur. Avec grand plaisir. Je te disais que j'allais te répondre en 2 temps à ta dernière question sur le pays d'accueil, sur la France. Moi, je me sens profondément française au fond de moi aussi. J'aime pas trop quand j'entends des discours d'expats qui râlent sur les Français ou parce qu'effectivement, un Français est râleur ou autre. Il y a des vérités, clairement. Nous, on a eu un été pourri, cet été. On n'a pas eu de bol. Il y a eu la goutte froide, il a fait froid, on a eu la grisaille. C'est vrai qu'on est arrivé dans un contexte où, après les confinements qui ont été assez durs, les Parisiens tiraient un peu la langue. Cet été, les gens avaient bien respecté les consignes. Il y avait du monde de folie dans les endroits un petit peu estivaux, Donc, nous, ça nous a un peu surpris et on a trouvé les gens fatigués, déprimés. Mais je pense que c'est tout à fait lié au contexte. Je trouve que notre pays nous a vraiment bien accueillis malgré tout ça et aura toujours cette place dans mon cœur. Et tu vois, je me sens française aujourd'hui. Et je dirais pas comme mes enfants, je me sens pas américaine encore. Mais par contre, c'est vrai que les deux ont vraiment une grosse place dans mon cœur. Et cet été, je me suis juste rendu compte que ma place en ce moment, elle était aux États-Unis, mais que je restais profondément française. Se sentir profondément française, mais savoir où est sa place, du moins pour le moment. Savoir où est sa place alors que tout, absolument tout, nous empêche d'y être là tout de suite. C'est aussi une partie de l'histoire de Anne. Anne a emménagé dans le Rhode Island, sur la côte nord-est américaine, il y a environ 2 ans. Mais elle y a vécu moins d'1 an. De retour dans son ex-nouvelle vie depuis quelques mois, Anne explique se retenir, de découvrir, et comment elle vit l'extraordinaire avec précaution, tout en attendant d'être réunie avec les siens pour les fêtes de fin d'année. On est arrivé avec mon mari en septembre 2019. Alors la situation un peu particulière parce que pour la petite histoire, on a passé 6 mois ici. En fait, on a laissé nos enfants qui sont des jeunes adultes. On est partis que tous les 2. Mais il était convenu, comme mon mari était pas souvent en déplacement à travers le monde, que quand il partait en déplacement, moi je rentrais pendant 1 semaine ou 2 semaines en France pour profiter notamment des enfants, de la famille, des amis. Et début mars, le 6 mars 2020, je suis rentrée, mon mari partait en Inde et 2 jours après en France, j'ai été malade, j'ai eu le Covid. Puis il y a eu fermeture des frontières américaines, donc mon mari a écourté son séjour en Asie et rentré précipitamment aux États-Unis. Et ensuite il s'est retrouvé bloqué aux États-Unis, assez vite. On a eu de la chance, au bout de 2 semaines, il a réussi à rentrer en France. Moi, je pouvais plus rentrer parce que les frontières étaient fermées. T'étais sur visa ?
Oui. Ouais. Oui. Et on s'est retrouvés donc bloqués en France pendant 16 mois. Oh, la vache. La boîte de mon mari a fait plusieurs fois une demande d'exception, la NIE, qui a été refusée les premières fois, puis ça a été accepté fin juin. Et on a pu rentrer le 4 juillet 2021. Mais sans savoir quand on pourrait revoir les enfants, notamment. Parce que effectivement, enfin à l'époque... la NIE, surtout qu'on avait obtenue, c'était valable, il fallait l'utiliser dans les 3 semaines et elle était valable pour un trajet. Ah d'accord, tu pouvais pas refaire... Non, je pouvais pas retourner en France, ça c'est possible, mais ensuite en espérant pouvoir revenir sur le sol américain. Voilà. Et est-ce que tu t'es pas dit à ce moment-là, dans ce cas-là on reste en France? C'est un peu difficile parce que, en fait, moi c'est difficile pour moi parce que je suis mon mari qui est expatrié. Lui, pour lui, c'est une super aventure. Pour moi aussi, dans l'absolu. Mais là, ça a été super angoissant cette année 2020. On était en France, certes, c'était positif. On était proche de nos enfants, mais toujours en partance. Voilà, et toujours prêt dans notre tête à repartir. C'est-à-dire tous les mois, mon mari me disait, mais le mois prochain, c'est bon, on va obtenir la NIE, on va avoir le droit de rentrer. Et puis on rentrera, puis on vivra notre aventure nouvelle, qui était... Du coup, c'est dur de se projeter sans savoir quand ça va arriver, quoi. Voilà, donc ça fait 1 an et demi qu'on n'arrivait pas, qu'on ne pouvait pas se projeter. Mon mari était impatient de rentrer, parce que pour lui, professionnellement, c'est... c'est, je te dis, une grande aventure. Même s'il bosse pour une boîte américaine depuis 29 ans, et toujours avec la même boîte, mais bon, là, il était sur place, au siège, sur des missions importantes. Ouais. Bon, il a pu travailler en télétravail, comme tout le monde, mais il était impatient de rentrer aux États-Unis. En plus, dans notre maison, on avait tout laissé, parce qu'on était rentrés... Ouais, t'as laissé tout en plan, quoi. Ouais, on avait laissé tous nos vêtements, tout. Nos chaussures, tout. Donc pendant 16 mois, on a été dans un état, un peu fébrile, quoi, avec une incertitude permanente. Ouais. Et l'entreprise de ton mari vous a pas accompagné? Tu disais ils vous ont aidé pour la demande de NIE. Ils ont été, j'allais dire, compréhensifs aussi. Le fait d'attendre 16 mois avant de revoir leurs collaborateurs. Comment ça s'est passé? Oui. Parce que je trouve que, je pense que tu es d'accord avec moi, mais les Américains sont très pragmatiques. Donc, au début du Covid, au début de la pandémie, ils ont très vite fermé leurs bureaux partout à travers le monde, et tous les collaborateurs ont travaillé de chez eux. Donc finalement, ça n'a pas posé de problème, aucun problème. Il fallait juste que mon mari s'adapte aux horaires des calls. Ouais. Ça, c'était pas très confortable. Ouais, mais les Américains, les Américains, ils jugent pas. Tu es là où tu peux être, là où tu es bloqué, et tant que tu travailles efficacement, il y a aucun souci. Moi, je serais bien restée en France, effectivement, pour répondre à ta question, mais bon, j'accompagne mon mari, et puis c'est une aventure. On était censés être ici. Comment ça s'est passé, la relation avec les enfants? Donc, je comprends que c'est des grands adultes, des jeunes adultes, mais n'empêche que faut toujours dire au revoir à ses parents quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir, quand vous êtes partis au mois de juin. Ça s'est passé comment au sein de la famille? C'était quelle ambiance au sein de la famille? Justement, c'était assez particulier parce que on leur a dit en fait 4 fois au revoir avant d'avoir l'acceptation de la NIE fin juin. C'est-à-dire avant Noël, mon mari espérait vraiment fin décembre. Donc on a demandé à nos enfants de venir là où on habite, en Normandie, parce qu'ils sont éparpillés. Il y en a qui étaient à Lille, à Paris. Donc on leur a demandé de venir passer un week-end, parce qu'on pensait que c'était le dernier. Ensuite, il y a eu en février, il y a eu à Pâques aussi, et puis un autre week-end. Et là, la 4e fois, ils m'ont dit tous en rigolant, non mais attends, c'est bon maman, on s'est déjà dit au revoir 4 fois, donc maintenant... on sait que c'est un stratagème pour qu'on vienne passer le week-end avec vous. Oui, c'est ça. Mais après, ils étaient contents, mais c'est vrai que dès la 3e fois, t'y crois plus, quoi. Puis tu rigoles. Alors, on a sans doute, je me souviens plus, on a sans doute levé notre verre en disant, bon, nous, on espère repartir. Après, les enfants ont toujours espéré pour nous qu'on puisse repartir, parce qu'ils sont jeunes adultes, donc... ils étaient frustrés pour nous, qu'on puisse pas repartir dans notre maison et vivre aux États-Unis. Et quand on a obtenu la NIE, en fait, on est parti 4 jours après, très vite, parce qu'à l'époque, on avait peur que ça change. Ouais.
Tu sais, enfin, avec l'incertitude, on reçoit un mail, on nous dit qu'on est chanceux, honoré de pouvoir rentrer sur le territoire américain. Donc là, mon mari m'a dit il faut partir très vite. Et on a du coup pas dit au revoir à 2 de nos enfants qui étaient à ce moment-là. Tu leur avais dit au revoir 4 fois avant quand même. Oui, je leur avais dit au revoir, mais je veux dire, on n'a pas pu les embrasser. Oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour rigoler, mais enfin voilà, moi en tant que maman, ça m'a un peu pincé le cœur, mais enfin à peine, parce que de toute façon avec les moyens de communication, on se voit. Souvent. Voilà. Du coup, là, on se parle, on est le 23 septembre. Le travel ban n'est pas levé. L'interdiction de voyager des États-Unis pour les voyageurs provenant entre autres de l'espace Schengen. Mais on en sait un petit peu plus. A priori, il va être levé au mois de novembre. Comment est-ce que tu vis tout ça ? C'est quoi ton état d'esprit ? Du coup, j'imagine que tu te réjouis ? Pour nous, c'est une très très belle annonce parce que on a le projet de faire venir les enfants à la maison là aux États-Unis pour Noël. Noël l'année dernière, en fait, déjà, s'il n'y avait pas eu la pandémie, on pensait les faire tous venir et puis passer Noël aux États-Unis pour des jeunes, je pense que c'est assez extraordinaire. Et puis on pouvait, on s'imaginait accueillir les enfants dans notre autre maison. Donc l'année dernière, ça n'a pas été possible, mais on a passé Noël avec eux, mais en France, parce qu'on était bloqués. Et l'année dernière, pendant Noël, on s'est tous donné rendez-vous l'année suivante aux États-Unis. Et ils ont, ceux qui travaillent, ils ont bloqué 2 semaines de vacances. Voilà, ils ont passé. C'était notre grand projet, mais si tu veux, jusqu'à il y a 2 jours, là, ou 3 jours, on était fébriles et on pensait réellement. T'oses pas y croire. Ouais. Alors moi, j'attends que ce soit signé, que ce soit effectif. Ouais, t'es encore un peu sur la réserve. Tu y crois sans y croire ou... J'y crois un petit peu plus quand même, mais tout le temps, on a été bloqués. Moi, j'étais comme tout Français expatrié. Enfin, il y a de très nombreuses familles qui ont été impactées par ce travel ban. Je lisais des articles, plus ou moins des espoirs. Voilà, et c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois espoir que les frontières se rouvrent. Et notamment, je sais plus, c'était à la fin de l'été, quand l'Europe a annoncé non, pas à la fin de l'été, c'était milieu d'été. Ouais, je sais plus. Quand ils rouvraient aux l'Europe Américains. Ouvrait aux Américains vaccinés. On s'est dit, logiquement, je pense comme tout le monde, la réciproque va arriver. Donc, si tu veux, nous, on a quand même été un peu refroidis parce on s'est retrouvés bloqués 16 mois en espérant que ça évolue régulièrement, quoi. Mais c'est très positif pour nous parce que enfin, on peut se projeter un petit peu plus. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est justement une condition sine qua non, quoi, de pouvoir t'installer du coup pour de bon, puisque finalement ça fait 2 ans que t'es arrivé aux États-Unis, mais ça fait aussi 3 mois finalement que t'es arrivé aux États-Unis. C'est une nouvelle installation pour moi. Je le vis comme ça. Ça fait 3 mois que je suis revenue. Bon, déjà au début, là sur 3 mois, je sais qu'on va pas risquer de rentrer parce que on aura peut-être des difficultés pour revenir sur le sol américain. Donc je m'investis autrement. Tu vois, je découvre ma vie américaine. C'est un nouveau départ. Et si je peux partager justement cette expérience avec mes enfants, puisqu'ils vont sans doute pouvoir venir au moment de Noël, alors ça c'est très très fort. En fait, quand on vit quelque chose d'extraordinaire et dans un pays étranger, ça peut être en France, mais là en l'occurrence dans un pays étranger, on a envie de le partager avec ses proches. C'est clair. Donc, c'est clair. Je crois que tu l'as vachement bien résumé. Vivre un truc extraordinaire que tu peux pas partager avec les gens que t'aimes. T'as presque l'impression de ne pas l'avoir vécu. C'est super étonnant comme sentiment. Ouais, en fait, tu t'interdis de le vivre à fond quelque part parce que tu le partages forcément avec dans les discussions WhatsApp familiales ou autres, mais t'es un petit peu gêné quand tu vis quelque chose d'extraordinaire parce que la personne elle peut pas non plus capter tout, voilà. Et alors que là, ils vont respirer l'air américain, ils vont voir notre maison, ils vont voir où on habite, ils vont voir nos voitures, tout ça on leur a montré par des photos, on leur a expliqué, mais là ils vont, ce sera un partage, c'est hyper fort un partage, c'est partager des émotions. Partager des émotions. Effectivement, si la technologie permet aujourd'hui de faire le pont entre notre vie en France, notre vie d'avant et notre vie actuelle, elle ne fait bien entendu pas tout. Et quand la maladie et les décès nous touchent de près alors qu'on est loin et se mêlent au travel ban, ça se complique encore un peu.
C'est ce à quoi Léa, son mari Pedro et leur fils Luca ont dû faire face. Début mars 2020, son mari est en Espagne, au chevet de son père malade. 48 heures plus tard, les États-Unis annoncent la fermeture des frontières sous quelques jours. La panique gagne tous les ressortissants américains en déplacement ou en vacances à l'étranger, qui se ruent sur tous les vols susceptibles de les ramener outre-Atlantique. Il en va de même pour les détenteurs de visas et de cartes vertes, car les règles d'entrée dans le pays sont soudain devenues très floues. Lors de la mise en application du travel ban, lui espagnol, elle française et leur fils américain ont tout à coup eu l'impression de ne plus savoir d'où ils venaient, de ne plus avoir de patrie. Le bouquet ? Quand lors d'un accident de voiture, il y a quelques mois, les secours lui ont demandé s'il y a de la famille sur place à contacter. Léa est professeure de français dans un lycée dans un quartier de Boston, et c'est d'ailleurs depuis la salle des profs qu'elle me parle. En 2019, un an avant que le Covid, le travel ban arrive, mon beau-père est tombé malade d'un cancer, stade 4, donc assez avancé. Et donc mon mari faisait beaucoup d'allers-retours entre l'Espagne et Boston pour être avec son père, pour aider sa famille. Vu l'avancée du cancer, la situation était assez critique. Et quand le travel ban a été annoncé, mon mari était donc en Espagne et il était censé rester 15 jours, ou non, 3 semaines je crois, 3 semaines pour justement aider sa famille, relayer un peu son frère qui lui était là plus du coup, vu que son frère est en Espagne. C'était la situation quand Trump a annoncé le travel ban. On était un peu tous paniqués avec le Covid, il faut se le dire, donc paniqués avec le Covid, et il était entre un peu les fesses entre deux chaises à se dire, est-ce que je reste avec mon père, avec le risque que je puisse pas rentrer aux États-Unis, ou est-ce que je rentre avec ma femme et mon fils, qui, il y a une pandémie mondiale, si ma femme tombe malade, qui s'occupe d'elle en fait? Oh, l'angoisse. Ouais, l'angoisse, c'était un choix un peu horrible. Donc, il a fallu qu'il rentre et ça a été appeler les compagnies aériennes, sauf que c'était la panique générale parce que tout le monde rentrait. Même les Américains rentraient, en fait, parce que tout le monde paniquait. Donc, il fallait trouver un avion pour rentrer. Et le problème, c'est que les compagnies aériennes aussi, elles disaient, en fait, on ne sait pas si on peut y aller. Parce que s'il y a un travel ban, les compagnies européennes, normalement, elles ne peuvent pas y aller, parce qu'il faut aller aux États-Unis. Donc, les personnels de l'avion est européen, en fait, ils ne sont pas américains. Donc, il a quand même réussi à avoir un vol. Et il est quand même arrivé, je crois qu'il est arrivé le jour même, le jour où le travel ban officiellement commençait. Ouais. Et ensuite, on connaît un peu l'histoire, confinement en Europe. Depuis, tu me disais que ton beau-père malheureusement est décédé. Ouais. Est-ce que du coup, j'imagine que vous avez dû vous poser plein de questions parce que tu as l'aspect pandémie, l'aspect sanitaire, tu as l'aspect légal. Est-ce que tu peux rentrer? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Le problème qui a été gros pour nous, c'est que mon beau-père était donc en train de mourir en fait au mois de mai. Donc c'était juste la fin du confinement. Je crois qu'il est décédé juste à la fin du confinement en Espagne, mais c'était toujours le confinement un peu partout dans le monde. Et en fait, on savait qu'il était très mal, donc on voulait rentrer pour être avec lui. Donc on a commencé à appeler les compagnies aériennes, mais pareil, il n'y avait pas de vol. Il y avait très peu d'avions qui partaient. La plupart des avions partaient de New York au mois de mai. Il y avait peut-être un vol par jour, mais la plupart du temps, les vols étaient annulés, en fait. Donc, on n'avait pas de vol pour y aller. Jusqu'au 15 mai, moi, en tant que Français, j'avais pas le droit d'aller en Espagne. Même mariée avec un Espagnol, j'avais pas le droit. Donc, on a appelé des avocats en Espagne, des avocats aux États-Unis. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'il y a un risque qu'on soit bloqué? À ce moment-là, on savait un peu que les green cards des Américains pouvaient plus ou moins... Mais c'était toujours un peu un risque. Finalement, on a réussi à trouver un vol le 15 mai, quand les confinements se sont un peu finis partout, que ça rouvrait, c'est un grand mot, ça n'a pas réouvert, mais... Et donc, on est arrivé en Espagne, malheureusement trop tard, parce que mon beau-père était déjà décédé. Donc, oui, le travel ban, ça a eu un impact que mon mari n'a pas pu être avec son père les derniers mois. Il a dû faire un choix, en fait, entre sa famille, nous, en fait, sa femme et son fils, ou du coup, son père. Et quand il a fallu y aller, on est arrivé trop tard. Donc ça n'a pas été facile d'accepter le fait d'être coincé un peu ici. Et bien sûr. Surtout que nous, mon mari n'est pas américain, moi je suis pas américaine, donc on s'est vraiment senti comme si on avait perdu notre patrie, en fait, qu'on pouvait pas rentrer chez nous et que s'il arrivait quelque chose... On l'a aussi beaucoup senti. On a eu un accident de voiture au mois de juin cette année, par contre, qui aurait pu être grave et finalement l'a pas été. Et je me rappelle très bien de l'ambulance qui me demande est-ce que vous avez de la famille qu'on peut contacter? Et moi, je me mettais à pleurer, je dis non, j'ai pas de famille ici. Et de toute façon, ils peuvent pas venir nous voir. Mais c'est le même sentiment de se dire si quelque chose de grave nous arrive, ok, on a les amis, mais en fait, tu veux ta famille dans ces moments-là. Tu veux ton père, je veux mon frère, on veut notre famille. Et ce sentiment de se dire si quelque chose de grave arrive, aujourd'hui, officiellement, personne ne peut venir nous aider. Personne ne peut venir, en fait. Personne. Ouais, surtout que vous avez commencé la pandémie par quelque chose de grave, quoi. Donc, c'est même pas une hypothèse. Tu l'as forcément beaucoup en tête, j'imagine, oui. par rapport à d'autres personnes.
Oui, ça remet en question le fait de rester aux États-Unis aussi, parce que tu te dis, bon, si quelque chose d'autre arrive un jour, est-ce que je veux rester ici ? On pense rentrer en Europe de toute façon. Pour cette raison, genre ça vous a précipité dans cette réflexion ou... Alors nous, nous, ça a toujours été... Quand on a eu notre fils, ça a commencé. Au tout début, on était un peu genre, non, c'est trop cool la vie ici. Bon. Quand on a eu notre fils, on est très famille, mon mari et moi, ça a commencé à être un peu dur. Et bien sûr, quand mon beau-père est mort et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'a pas profité de son petit-fils et que là, ça devient dur. Mais je pense que ça arrive quand des choses graves arrivent dans ta vie et que tu es loin, tu te dis, en fait, pourquoi je suis aussi loin ? Et les avantages à être ici. Voilà, tu sais plus trop. Et on a toujours su qu'on rentrerait un jour, vu que, encore une fois, on n'est pas américain, ni lui ni moi, donc nos racines, à personne, nos racines ne sont pas ici. Mais c'est vrai que le Covid, la pandémie, le décès de mon beau-père, le travel ban, ça a accéléré un peu les choses, de se dire, bon, peut-être qu'on sera resté 5 ans de plus, peut-être qu'on va attendre d'être américain, qu'on devrait être américain l'année prochaine. Peut-être qu'on va rester 1 an et demi de plus, et puis on rentrera et on verra si notre vie nous plaît là-bas ou pas, mais... C'est sûr que ça rajoute à ce sentiment un peu d'éloignement de la famille. Alors du coup, la levée de ce travel ban qui n'est pas encore effective, mais qui est annoncée, comment est-ce que vous vous sentez, toi et ton mari, par rapport à tout ça ? C'est mon père qui me l'a annoncé déjà. J'étais tellement contente. En fait, c'est comme s'il y avait un poids qui avait disparu. Un poids de se dire, bon, les gens peuvent venir. Si quoi que ce soit arrive, si j'ai un autre enfant, si on a un autre accident, si les gens peuvent venir. Et sentir aussi la joie dans la voix de mon père. J'ai perdu ma maman il y a 4 ans, donc mon père, il aime venir aux États-Unis 1 mois ou 2 par an, être avec nous, voir son petit-fils. Et je sentais aussi que lui, il était soulagé de se dire, oh, c'est bon, en fait, je peux y aller. Ah ouais, non, j'étais très contente. On a tout de suite appelé, mon mari a appelé son frère, moi j'ai appelé mes amis. Je sais que c'est relatif parce que moi, j'ai pu aller en Europe et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout pu y aller. Mais quand même, ça enlève un poids de se dire... Bien sûr. C'est comme avant, en fait. Et en même temps, c'est bizarre de se dire, on retourne à la vie comme avant. C'est un espèce de... Vous en êtes où ? Alors, tu me dis, vous voulez pas forcément faire votre vie aux États-Unis. C'est quoi le futur pour vous ? Je pense que le futur pour nous, ça serait rentrer en Espagne. Le plan, pour l'instant, c'est d'attendre, parce qu'il nous reste 1 an pour devenir américain. On trouverait ça bête de perdre la green card et de pas être américain. On sait jamais ce qui arrivera dans la vie. On sait jamais si, en fait, dans 4 ans, on veut revenir. On sait jamais, vu que notre fils est américain... et si on a d'autres enfants et qu'on a envie qu'ils soient américains aussi, c'est beaucoup plus facile. Donc, le plan, c'est d'attendre d'être américain et ensuite d'enclencher un départ vers l'Espagne. J'imagine d'ici 2 ans, grand maximum. Après, partir, c'est toujours difficile. On a envie de partir, mais tu laisses des choses aussi ici. Bien sûr. Aujourd'hui, je me rends compte que finalement, mon travail, c'est plus suffisant, en fait, et que j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin aussi de me sentir en Europe, ce qui est bizarre, l'Europe me manque aussi. Ouais. Mon père étant italien, j'ai envie de me rapprocher de l'Italie aussi avant qu'un jour mon père décède et que je me dise mince, finalement je connais pas grand-chose de mes origines italiennes. Donc ouais, ça c'est le plan pour nous. Et clairement, avoir eu notre fils, le Covid et le décès de mon beau-père, ça a accéléré, et le décès de ma mère aussi au début, mais ça a accéléré la non-permanence des choses. Ouais. Ouais. Après, c'est juste que nous, on est très famille et je pense qu'on savait depuis le début qu'on ne ferait pas notre vie ici parce qu'on est tout seul ici. Est-ce qu'on a envie, dans 30 ans ou dans 20 ans, de dire, bon, OK, on a un enfant, mais je pense que ça serait plus facile si l'un de nous était américain. Si on avait la moitié de la famille ici, ça serait plus dur de choisir parce qu'il faudrait faire un choix entre une famille ou une autre. Mais nous, en fait, nos 2 familles sont proches les unes des autres. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est l'enfant qui déclenche. Moi, dans mon entourage, j'ai l'impression que les enfants déclenchent des fois ce changement un peu de est-ce que je vais rester ici ? Prise de conscience, en fait. Ouais. Cette prise de conscience que le jour où mon fils est né, je l'ai vu un peu, tu sais, comme un sablier, en fait. Je vois le temps qui passe en le regardant, en fait. Alors qu'avant, je me sens un peu invincible, je vois pas le temps passer, la vie est belle. Et puis, il y a une certaine... Ça veut pas dire qu'on est YOLO en permanence aux États-Unis ou quand on est expat, mais il y a une certaine insouciance parce qu'on est... Et en fait, là, on repose le cadre, les choses redeviennent très vraies et je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Parce qu'au début, tu arrives, t'es expat, tu découvres plein de choses, c'est un nouveau style de vie, mais comme tu dis, l'enfant, il te recadre un peu dans finalement ta vie avec un enfant, c'est la vie d'une autre personne en France. Enfin, c'est la vie qu'un enfant, en fait, et t'as envie qu'il connaisse sa famille. Merci à Anne, Léa, Myrtille, Charlotte, Virginie et Marie pour leur témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode un peu spécial jusqu'au bout.
Il y a un truc qui me frappe tout particulièrement. C'est la détermination de chacune des personnes à qui j'ai parlé. La détermination de mener leur projet d'expatriation dans la direction qu'elles ont choisie, et non celle presque imposée par certaines mesures gouvernementales. Je suis franco-américaine, alors si la pandémie a affecté ma mobilité, comme celle de la plupart des habitants de la planète, ce fut un choix conscient. Un choix de ma part de ne pas rentrer au vu des risques inhérents au voyage. J'admire profondément les 6 femmes avec qui j'ai pu m'entretenir pour cet épisode. Et je ne sais pas, en toute honnêteté, comment j'aurais réagi si j'avais perdu la capacité à décider de ma liberté de voyager ou non. À l'heure où j'enregistre ces quelques lignes, nous sommes toujours en attente de détails quant à la levée prochaine du travel ban. Une chose est sûre, le pays ne sera ouvert qu'aux voyageurs vaccinés. Ma première réaction fut positive. On rouvre, génial, mais on prend des précautions, et ça c'est bien. Mais à l'heure où la pandémie est encore très tenace dans de nombreuses régions du monde, les portes de l'Amérique se ferment aux habitants de pays qui n'ont tout simplement pas accès au vaccin, et qui espéraient peut-être venir recevoir la précieuse injection ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Venez partager vos réactions, doutes, histoires personnelles en commentaire de cet épisode sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, likez, commentez et partagez partout où cela est possible. On vous remercie. À mardi.